Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ce Citizens Corner consacré à l'un des piliers de la construction européenne, la libre circulation des personnes. Notre émission est diffusée par la RTBF en radio sur la première, mais également sur le site Euranet Plus. Euranet Plus qui, je vous le rappelle, rassemble 15 radios et 20 millions d'auditeurs à travers toute l'Union européenne. Merci à vous de nous rejoindre. Alors nous allons débattre de l'espace Schengen, bien sûr, de libre circulation des personnes. Depuis les attentats de Paris, les États membres veulent revoir cette liberté de circuler pour renforcer la sécurité. Ils plaident pour la création d'un fichier des passagers aériens avec l'objectif de détecter et aussi d'entraver les déplacements liés au terrorisme, notamment des combattants étrangers. Alors pour débattre de ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir 4 invités aujourd'hui. Hugues Bayet, député européen du groupe des socialistes et démocrates, membre suppléant de la commission Libé, donc c'est la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures. Commission parlementaire qui a longuement débattu de cette question. Gérard Depré, député européen du groupe ADLE, les démocrates et libéraux suppléants, cette même commission. Philippe Lamberts également, coprésident du groupe des Verts au Parlement européen. Bonjour. Et puis un expert de l'UCL, l'Université catholique de Louvain, sur ces questions, donc spécialiste du droit international européen, Luc Leboeuf. Bonjour à tous. Et puisqu'il s'agit d'un Citizens Corner, je le disais autrement dit d'un rendez-vous citoyen, nous nous ferons aussi l'écho des questions que vous vous posez vis-à-vis de Schengen et de ses évolutions en cours. Questions que vous avez postées sur les réseaux sociaux et le site Euranet Plus, que vous pouvez continuer à poser en direct pendant cette émission. Bien sûr, nous nous ferons un plaisir de les relayer. Et puis, nous avons aussi le plaisir d'accueillir Larissa Antal. Alors, Larissa Antal, vous étudiez le journalisme à l'université de Babes-Bolyai à Cluj. Bonjour. Alors, vous allez participer à ce Citizens Corner. Vous êtes un peu la citoyenne européenne, la citoyenne roumaine qui allait poser vos questions aux députés européens et à Luc Leboeuf présent avec nous. Alors on entre sans plus attendre dans le vif du sujet. Les attentats de Paris ont mis l'accent sur le danger que représentaient les jeunes partis combattre en Syrie ou en Irak dans les rangs des terroristes donc de Daesh qui revendiquent un État islamique. Beaucoup de ces combattants étrangers sont des ressortissants européens. L'Union chiffre entre 3 000 et 5 000 ces ressortissants partis rallier les djihadistes en Syrie et en Irak. 30% seraient revenus sur le sol européen. Certaines sources donnent des chiffres bien plus importants. Alors quoi qu'il en soit, que faut-il faire pour les contrôler et empêcher qu'ils constituent un danger pour la société une fois de retour au pays? Très vite après les attentats de Paris, certains États, puis tous en sommet, ont relancé un vieux débat. Ils plaident pour la création d'un PNR, donc PNR pour Passenger Name Record, autrement dit un fichier des passagers aériens qui prennent des vols internationaux. Ce fichier permettrait de contrôler les passagers de manière systématique dans les aéroports. Le Parlement européen bloque sur cette question. Il fait valoir un danger pour les droits fondamentaux et la protection des données. La question sera tranchée fin 2015. Alors, en quoi la création d'un tel fichier remet-elle en cause l'espace Schengen de libre circulation des personnes? Gérard Depré. Mais, si vous permettez, dans votre présentation, vous avez dit que suite aux attentats de Paris, on avait décidé de revoir la liberté de circulation. On ne revoit pas la liberté de circulation. Pardonnez-moi de faire cette précision, mais la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, elle reste entière, totale, et elle n'est pas du tout modifiée par ce qui s'est passé des derniers événements. Ce dont nous parlons ici... Mais simplement, certains États membres, si vous voulez, après les attentats de Paris, ont voulu revoir Schengen, ont voulu voir certaines règles de Schengen. Avant les attentats de Paris. Déjà avant les attentats de Paris, ils ont voulu le faire aussi après les attentats de Paris. Mais c'est bien ce que je disais, le débat a été relancé. Mais il n'y a pas eu de consensus sur cette mesure. Il y a déjà certaines mesures qui sont d'application et qui permettent à certains États, quand il y a des événements exceptionnels qui se produisent sur leur territoire, les Jeux Olympiques, une grande réunion internationale, etc., de réintroduire des contrôles sélectifs aux frontières en accord avec leurs partenaires. Mais c'est toujours soumis à une autorisation de la Commission européenne. Le Parlement doit en être informé. C'est toujours de durée limitée et ça ne peut pas être prolongé sans une nouvelle décision. Donc la liberté de circulation n'est pas mise en cause à l'intérieur de l'espace Schengen. Alors qu'est-ce que c'est que le PNR ? Quand vous achetez un billet d'avion, vous donnez un certain nombre d'informations à la compagnie aérienne. Vous avez votre nom, vous avez la destination, l'endroit où vous allez, vous avez la date, vous avez le moyen de paiement, votre numéro de carte de crédit, le passager qui vous accompagne et quelques autres informations annexes. Donc, ce sont des informations on n'extrait pas ces informations de vous. C'est vous qui les donnez à la compagnie aérienne. Et donc, ce qui est proposé par le PNR, c'est que on ne va pas contrôler les passagers plus au départ avec ça. Simplement, on va savoir que vous êtes parti. Et donc, cette information
que vous avez données à la compagnie aérienne, dans chacun des pays, selon que vous allez entrer ou que vous allez sortir, on va les transmettre à une unité dans chacun des pays membres. Ce n'est pas un système central, ce n'est pas une espèce d'énorme centre de collecte des données. Non, dans chacun des pays, il y aura une unité spécialisée, unique, contrôlée par la justice, qui dira, bon, OK, on emmagasine ces données. Et s'ils ont des raisons, en connexion avec d'autres systèmes, et notamment le système d'information Schengen, ce qu'on appelle le système d'information Schengen. S'ils ont des raisons de penser que vous êtes recherché, que vous vous promenez avec de faux papiers, ça veut dire si vous êtes enregistré dans le système d'information Schengen, à partir de ce moment-là, vous pourrez faire l'objet d'un contrôle supplémentaire, à l'entrée ou à la sortie. C'est ça le système du PNR. Donc, ce sont des données que vous communiquez, vous, librement à la compagnie aérienne. En passant, dont la compagnie aérienne fait ce qu'elle veut. Parce que jusqu'à présent, il n'y a aucune législation, par exemple, qui interdit à la compagnie aérienne de vendre ses données à un autre opérateur en disant « allez, ciblez, voilà des consommateurs intéressants ». Oui, mais j'ai entendu personne jusqu'à présent mettre ça en cause. Donc tout le monde, certains s'en prêtent au PNR, mais ils n'ont jamais remis ça en cause. 3. Toutes ces données-là, on les communique librement maintenant aux Américains, puisqu'il y a un accord entre l'Union européenne et les États-Unis pour communiquer ces informations aux États-Unis à partir du moment où vous décidez tout simplement de survoler le territoire américain ou d'y faire escale. A fortiori, si vous atterrissez là-bas. En plus, il y a des PNR dans différents pays européens qui fonctionnent maintenant. Donc la vraie question est de savoir si on a besoin d'un PNR, et je pense qu'on en a besoin, même si ce n'est pas une solution magique. Il n'y a aucune solution magique. Je prétends qu'on peut créer un PNR qui donne toutes les garanties de protection du respect des libertés fondamentales de la vie privée et qui peut être en connexion avec d'autres systèmes d'un certain intérêt pour lutter contre certaines formes de terrorisme ou de grande criminalité. C'est votre avis aussi, Hugues Bayet ? Je vais apporter quelques nuances. D'abord, Schengen, c'est un magnifique espace de sécurité et de liberté. C'est quand même 400 millions d'habitants qui peuvent en profiter et ça doit le rester. Le terrorisme ne doit évidemment pas faire reculer ni les libertés ni la sécurité. Alors pour le groupe socialiste, on est pour un PNR, mais à certaines conditions. Nous, on n'a pas envie d'une société à la Big Brothers comme dans certains autres continents. On veut un PNR, et c'est d'ailleurs pour ça que la précédente version du fichier des passagers avait été recalée par la Cour de justice européenne. C'est parce que les moyens qui étaient utilisés étaient vraiment démesurés par rapport à l'objectif poursuivi. Est-ce qu'il faut que tous les Belges, pour prendre cet exemple, qui vont en vacances au Maroc ou en Turquie, soient systématiquement fouillés, qu'on vérifie toute une série d'informations. Je peux terminer, cher camarade? C'est pas ça. Non. Donc nous pensons qu'il faut absolument permettre une protection de toute une série des données, parce qu'on sait tous très bien que dans le PNR, on peut avoir toute une série d'informations de santé, si on est handicapé, si même en fonction des repas qu'on prend, des opinions religieuses, etc. Et on veut qu'il y ait une protection de ça, ce qui n'est pas encore garanti pour l'instant, ce que d'ailleurs la Cour de justice a souligné. Et donc nous avons soutenu la proposition de création d'un PNR, mais qui soit vraiment bien encadré pour que, comme je l'ai dit, il y ait une certaine proportionnalité et que les moyens utilisés correspondent bien à l'objectif recherché. Et l'objectif recherché, c'est d'améliorer la sécurité des Européens, mais de les laisser libres aussi de continuer à circuler dans le Schengen et pas d'avoir une société de Big Brothers où on contrôle tout le monde, où on essaie d'utiliser toutes les informations à droite et à gauche. Ça, on n'en veut pas. Alors, je vais relayer une question qui a été posée sur les réseaux sociaux, une question qui est postée via le réseau Facebook, une question de Jessica qui écrivait « C'est vrai que la question des jeunes partis combattre à l'étranger a de quoi faire peur. Je vous lis telle qu'elle l'a écrite. Comment les États gèrent leur retour au pays? Créer un fichier des passagers aériens pourrait-il améliorer notre sécurité? Alors, pourquoi s'en priver? En quoi ça remet en cause Schengen ?» Qui a envie de répondre? Allez-y, monsieur Depré. Ça ne remet pas en cause Schengen, puisque je vous ai dit que, et je suis en désaccord absolu avec M. Bayanati quand il dit qu'il y a certaines informations concernant la nourriture, les préférences sexuelles, etc., qui pourraient se trouver dans le fichier, c'est expressément interdit dans la proposition de la Commission européenne. Et il suffit de prévoir la présence, par exemple, d'un délégué de la Commission de protection de la vie privée pour que les choses se passent de manière absolument correcte. Donc,
le PNR ne va pas faire des contrôles en tant que tel. C'est un enregistrement. Sur base de cet enregistrement, on va le confronter avec des informations policières qu'on aurait par ailleurs dans ce qu'on appelle le système d'information Schengen. Et si le bonhomme est recherché, lorsqu'il va franchir la frontière, on pourra l'interpeller, on pourra faire une vérification d'identité. Éventuellement, s'il a commis des délits, on pourra l'arrêter. Mais donc, pour la totalité des citoyens qui ne font pas l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen, il n'y a rien qui va changer. Absolument rien. Mais la possibilité de le faire maintenant donnera une chance supplémentaire de pouvoir intercepter, ou en tout cas savoir que certains djihadistes reviennent sur le territoire européen. Mais le problème n'est pas fini avec ça. Pourquoi? Parce que si les djihadistes savent, quand ils vont revenir d'Irak ou quand ils vont revenir de Syrie, leur nom va être dans l'avion, il va être communiqué aux autorités policières. Ils vont dire, oh là, mais on ne va plus rentrer par avion. Donc, il y a une partie du problème qui n'est que déplacée, si vous voulez. Ils vont pouvoir rentrer en voiture, ils vont pouvoir rentrer par bateau, ils vont pouvoir rentrer par train. Et donc, une fois que vous avez instauré un PNR, si l'objectif est bien d'identifier, par exemple, le retour des djihadistes, comme on le dit maintenant, il faut dépasser ce cadre des passagers strictement aériens. Il faut dépasser le cadre des passagers, ce qui pose un autre problème, alors beaucoup plus délicat. Alors, le Parlement a pris une résolution le 11 février dernier. Alors, les députés ont promis de travailler à la finalisation d'un PNR pour la fin 2015. La résolution a été votée à une grande majorité. Philippe Imberts, les Verts ont voté contre cette résolution. Pourquoi? Parce que je crois qu'il y a énormément d'hypocrisie dans ce débat. Repartons des faits. Les faits, c'est quoi? C'est 3 terroristes identifiés et connus des services de police qui commettent des actes terroristes en France. Ils étaient identifiés. Si on ne les a pas arrêtés, il faut se poser la question, est-ce que c'est parce que nous n'avions pas d'infos? La réponse est non, puisqu'ils étaient identifiés, mais qu'on n'a pas agi sur la base de cette info. Et donc, la question est, est-ce que les infos ont circulé comme elles devaient entre les services de maintien de l'ordre, entre les différents pays, et même à l'intérieur d'un même pays? 2, est-ce que les services de police ont les moyens dont ils ont besoin pour assurer la surveillance ciblée d'un certain nombre d'individus dangereux? Quel rapport avec le dossier PNR? Je vous le demande. Quel rapport? Le PNR n'aurait absolument rien apporté sur les frères Kouachi et sur Amédi Koulibaly. Rien. On les connaissait. On les connaissait. Je vais venir au fond après. Mais donc, l'hypocrisie consiste à se servir de l'émotion publique générée par des attentats terroristes en France pour amener une série de dossiers qui étaient pour de bonnes raisons, et Hugues Bayet l'a souligné, bloqués pour des raisons de non-conformité avec le droit européen, pour essayer de passer en force. Et c'est ça qui est en cours aujourd'hui, et c'est ça que nous dénonçons. Maintenant, sur le PNR, permettez-moi de faire une analogie. Lorsque les services de police ont des suspicions à l'égard d'X, Y ou Z et voudraient bien avoir accès à leurs conversations téléphoniques. Les informations sur les conversations téléphoniques sont aujourd'hui détenues par les opérateurs téléphoniques à qui ces gens sont abonnés. Si les services de police souhaitent avoir accès à ces données, eh bien, ils doivent obtenir un mandat de la justice et avoir accès aux informations sur les individus, sur leur cercle rapproché, etc. Jusque-là, rien de très spécial. Mais vous n'avez entendu personne dire « Nous devons demander aux opérateurs téléphoniques de transférer leurs données en bloc et en masse aux services de police, à charge pour les services de police de trouver leurs jeunes là-dedans. » Et de disposer en permanence des conversations, enfin des données de tous les citoyens européens. Et le mot clé a été prononcé par Hugues Bayet, c'est le mot de proportionnalité. C'est un principe de droit fondamental. Autrement dit, toute loi qui est adoptée par un État démocratique, ou pas d'ailleurs, se doit, si on veut rester dans un État démocratique, d'être proportionnelle dans la restriction des libertés qu'elle impose. Au but qui est recherché. Au but qui est recherché. Et donc, si vous avez, allez, on va dire, quelques milliers d'individus européens qui sont partis faire le djihad au Moyen-Orient, ou plus largement, si vous voulez, poursuivre le crime organisé, et il y a des raisons, enfin, je soutiens le fait qu'on combatte le crime organisé. On est donc tous d'accord. On va parler d'une fraction infime de la population européenne. Et donc vous allez prendre les données de tous les citoyens européens, autrement dit, vous considérez a priori tout le monde comme un suspect, et puis après ça, on va faire le tri. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche dans un État de droit. On cible les suspects, et les suspects voient en effet leurs données privées
accéder par les services de police, mais pour de bonnes raisons et parce qu'on a des suspicions et sous contrôle de la justice. C'est pas de ça qu'on parle avec le PNR. Et donc en effet, il faut restreindre le nombre de données disponibles dans ce registre. Il faut conditionner l'accès à ce registre. Et pas simplement qu'on puisse y accéder comme ça et par exemple faire du profiling et dire tiens, j'aimerais bien savoir qui est allé par la route un tel dans tel pays. Et donc je prends en bloc les gens et je me dis tiens, maintenant je vais commencer à retrouver mes jeunes là-dedans. Et enfin, il faut veiller à ce que la rétention des données ne soit pas excessive. Et de nouveau, le Parlement européen n'est pas contre le PNR, il a simplement dit voilà, nous voulons un PNR qui soit conforme au droit européen. La Cour de justice semblait dire que non. Nous avons dit ben, il faut consulter la Cour de justice pour l'accord Canada parce que nous avons des suspicions à cet égard-là. Et on voit qu'on profite de l'émotion des attentats de Paris pour dire allez, oublions tout ça, allons-y les gars. Gérard Depré, on surfe sur l'émotion provoquée par les attentats? Non, lui, il est occupé. Non, mais je vous pose la question, est-ce qu'on surfe sur l'émotion? Non, c'est un mensonge, je m'excuse. Parce que le dossier PNR, par la Commission, la proposition de la Commission sur l'introduction d'un PNR européen, il date du début de 2013. Ah bien oui. Donc, mais il est bloqué pour une bonne raison. Et maintenant, on veut passer en force. Je ne t'ai pas interrompu. Je ne t'ai pas interrompu. Et c'est vrai qu'il y a eu des problèmes, dont certains légitimes, au niveau de la Commission des libertés publiques, qui n'a pas avalisé le premier projet de la Commission. Et donc maintenant, il est remis sur le métier et il est clair, et il ne faut pas me faire dire quelque chose que je ne dis pas, il est clair que je ne vois pas une législation sur le PNR maintenant ne pas respecter le dispositif qui a été mis en place par la Cour de justice européenne sur un autre dossier, qui n'était pas le dossier PNR, parce qu'elle ne s'est jamais prononcée sur le dossier PNR, qui était le dossier des data retention, c'est-à-dire l'obligation qui était faite aux opérateurs Internet et aux opérateurs de téléphonie de conserver un certain nombre de données. Mais il faut être... C'est une matière extraordinairement délicate et ce que Philippe a dit, j'y souscris dans une certaine mesure parce que, prenez un exemple, il y a 3000 ou 5000 djihadistes qui vont revenir. Supposons qu'ils reviennent tous par avion. Voilà. Bien, supposons qu'ils reviennent tous par avion. Si vous ne faites pas un contrôle de tous les passagers, vous allez devoir faire des contrôles ciblés, comme on dit. Bien. Et donc, vous n'allez cibler à l'entrée que les gens qui ont... Allez, entre nous, il y a un certain type quand même d'un djihadiste. Donc, la plupart d'entre eux, je veux dire 99-95%, ont des caractéristiques visibles. Et donc, vous allez checker spécialement tous les gens qui ont ces caractéristiques. C'est un peu délicat ce que vous dites. Non, mais véritablement, ça veut dire que vous allez faire le délit de sale gueule à l'entrée sur le territoire de l'Union européenne. Donc, on cherche, il faut bien se rendre compte. Je ne suis pas un fanatique du PNR. Je dis ça peut être utile. Mais si vous remplacez le système de la collecte généralisée de l'information pour après extraire de cela ceux qui doivent être extraits, si vous le remplacez par un contrôle ciblé, ben vous allez voir, je suis douanier et je ne veux pas après me faire taper sur les doigts tous les gens qui ont un certain profil morphologique, une certaine couleur, une barbe ou n'importe quoi. Venez un peu par ici que je contrôle. Et vous pensez que ça va passer comme ça ? Que l'opinion publique va accepter le délit de sale gueule, que toute une série d'États ne vont pas réagir en disant « mais qu'est-ce que vous avez contre nos ressortissants? Pourquoi est-ce que vous les contrôlez et que vous ne contrôlez que ceux-là » Donc la solution n'est pas, il a utilisé la notion de profilage. Le profilage est quelque chose d'extraordinairement dangereux, pas pour faire les gugus comme il vient de le dire, mais à partir du moment où vous le faites sérieusement. On parle de Schengen, donc je rappelle Luc Leboeuf, vous êtes spécialiste en droit international et européen. En fait, ce qui est interdit par Schengen, c'est les contrôles systématiques, c'est ça? Oui, c'est ça. Schengen... Si on peut recadrer un petit peu, c'est pas mal. Ouais. Voilà, effectivement, en fait, ce que Schengen interdit, ce sont des contrôles systématiques aux frontières intérieures de l'Union européenne. Schengen n'interdit pas, au contraire, il enjoint d'opérer de tels contrôles aux frontières extérieures de l'Union européenne. Et pour ce qui est des frontières intérieures, l'interdiction des contrôles systématiques ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir de contrôle. Il peut toujours y avoir des contrôles ciblés. À quelles conditions alors? Eh bien, ce sont les conditions qui s'appliquent pour que la police décide de contrôler un individu. Elle peut considérer qu'il y a un comportement suspect, ou elle peut encore, comme ça a été validé par la Cour de justice en 2012, constater qu'il y a certains canaux qui sont utilisés, c'était en l'occurrence des bus, pour charrier l'immigration illégale et donc décider, ben voilà, moi je vais contrôler les bus qui passent à cet endroit-là parce que j'ai de la suspicion, j'ai des raisons sérieuses de croire que ces bus-là sont utilisés pour faire du trafic de migrants. Et donc à certaines conditions, les États membres peuvent restaurer des contrôles aux frontières intérieures de l'Union européenne. Enfin, de l'espace Schengen. Ils peuvent en tout temps exercer des contrôles ciblés sur la base de suspicions raisonnables. Et ils peuvent également, dans des circonstances très précisément décrites par le Code frontière Schengen, réintroduire des contrôles systématiques. Temporaire.
Temporaire, tout à fait. Et sous contrôle. Et ces contrôles systématiques peuvent être réintroduits dans 2 hypothèses. La première, c'est celle où il y a un danger pour l'ordre public. On l'a par exemple fait lorsqu'on a organisé l'Eurofoot, l'Euro 2000 en Belgique. On a considéré qu'il pouvait y avoir un danger pour l'ordre public et donc on a réintroduit des contrôles. Et on peut également le faire lorsqu'on constate qu'un État Schengen ne joue pas le jeu. C'est-à-dire qu'un État Schengen laisserait les frontières extérieures sans contrôle et qu'il laisserait les migrants, des éventuels criminels, traverser sa frontière et aller dans d'autres États membres. Bien, en pareil cas, on peut réintroduire un contrôle. Tout cela étant soumis au contrôle de la Commission. Parce que la liberté de circulation à l'intérieur de l'espace Schengen suppose aussi un contrôle important aux frontières extérieures de cet espace et de l'Union européenne, en gros. C'est le pari de Schengen. C'est le pari de Schengen. Soyons efficaces, concentrons les moyens là où il y a de l'immigration illégale, là où il y a de la criminalité qui est susceptible d'arriver, concentrons les moyens aux frontières extérieures. Hugues Bayet, vous vouliez ajouter quelque chose? Oui, je pense que c'est intéressant de parler de Schengen parce que quand on veut traiter un problème, il faut le voir de manière transversale. Et donc oui, le PNR peut être un outil s'il est bien calibré, si comme on l'a dit, les moyens à utiliser correspondent bien à l'objectif. Mais je pense qu'il y a aussi tout l'espace Schengen. Et Schengen, moi je ne suis pas pour le supprimer, que du contraire. Je pense qu'il faut vraiment aller vers une internationalisation de la coopération policière, judiciaire, etc. plutôt que de revenir vers cette idée fantasmique et à mon avis tout à fait inefficace de revenir aux frontières intérieures. Et il y a plein de choses qu'on pourrait faire aussi pour améliorer la circulation dans Schengen. On pourrait améliorer la coopération et la transmission d'informations. On sait qu'il y a plusieurs bases de données qui existent, Europol, Eurojust, SIS2, donc le système d'information Schengen. Et alors c'est quoi? Qu'est-ce qui coince? C'est le manque de coopération entre les États? Oui, les États ne sont pas obligés de transmettre leurs informations. Et alors c'est ça qui est rigolo, hein, parce que vous avez les États membres maintenant, et j'ai encore entendu Charles Michel récemment pousser des hauts cris en disant c'est quoi ce Parlement européen irresponsable, etc., etc. Il oublie de dire que beaucoup de ces initiatives pour un espace de justice européen, pour un espace de police européen, pour la transmission automatique des informations entre les services de police sont bloqués par qui? Par les États membres. Ça, il oublie évidemment de le dire, parce que c'est tellement facile d'aller mettre la pierre dans le jardin du voisin qui, pour de bonnes raisons, veut des garanties de proportionnalité pour un système comme le PNR, alors qu'en réalité, ce à quoi on est confronté, ce sont les petits égoïsmes nationaux des États membres qui pensent toujours qu'ils le savent mieux que le voisin. Et donc, moi, je dis, ce genre de débat n'aide pas beaucoup à faire avancer la cause. De nouveau, les informations, enfin, les types qui ont commis les attentats à Paris étaient connus des services de police. Et bordel, on n'a pas agi sur ces informations. Et donc, il faut peut-être d'abord se partager des infos, faire en sorte que les infos sur les personnes suspectées d'être dangereuses soient partagées de manière rapide et efficace entre les différents services de police, comme je dis, entre les États membres et à l'intérieur même des États membres, parce que la guerre des polices, ça existe aussi. Et donc, peut-être commencer par les choses qui sont les plus évidentes, avant de penser aux choses qui seraient pas mal dans une architecture générale, mais qui ne répondent pas immédiatement, là, tout de suite, au problème. Il y a un point que je voudrais souligner. Rapidement, après j'ai passé la parole à Gérard Monsieur Leboeuf a à plusieurs reprises dans ses déclarations parlé dans la même phrase de immigration et de criminalité. Je pense qu'il faut être extrêmement prudent de ne pas automatiquement associer criminalité et immigration. Ce sont deux choses différentes. Et j'ai dit, la criminalité, elle existe chez les nationaux comme elle existe chez les immigrés. Et de nouveau, soit dit en passant, les 3 qui ont commis les attentats de Paris étaient citoyens français. Je vais vous faire réagir tout de suite, Gérard Deprez, mais peut-être d'abord Luc Leboeuf. Non, juste pour souligner qu'effectivement, je parle toujours bien d'immigration et de criminalité. Je dis bien les deux, parce qu'il s'agit de deux dimensions tout à fait différentes. Et d'ailleurs, si ça peut m'amener sur ces questions-là d'immigration, on parle de Schengen, on parle des contrôles aux frontières extérieures, mais il faudrait aussi penser à qu'est-ce qu'on fait de ces individus qu'on est obligé de laisser rentrer parce qu'il s'agit de demandeurs d'asile. Donc pour bien souligner, donc bien entendu, j'entends bien distinguer les deux dimensions. Il y a une autre question, une question de Mélodie. Elle a posté ça sur Facebook et ça pose aussi une question de contrôle des frontières extérieures de l'Union européenne. Mélodie qui écrit: au-delà de la libre circulation à l'intérieur de l'espace Schengen, pourquoi a-t-on laissé les pays aux frontières de l'Union européenne s'occuper seuls de la gestion des frontières à position stratégique, moyens proportionnés? Qu'est-ce que vous dites à ça, Gérard Deprez? Je réponds que ce sont les États membres qui ne veulent pas qu'il y ait aux frontières extérieures de l'Union
un système européen de douaniers et de contrôle des entrées et des sorties. Si vous regardez pour l'instant les traités européens, ce sont les États membres qui restent responsables du contrôle des frontières extérieures de l'Union, même si opérationnellement, même si les normes sont définies au niveau européen. C'est ça la réalité. Donc les États membres n'ont pas voulu se débarrasser de ça. Je reviens sur un élément qui était évoqué par Philippe Lambert. Dans le cas des attentats contre Charlie Hebdo et contre le magasin Cacher, les criminels, si vous voulez, étaient totalement français. Ils n'ont pas quitté le territoire de l'Union. Ils n'avaient pas de connexion à l'extérieur, en tout cas pour commettre ces attentats-là. Donc c'est un échec de la police française. Et on sait qu'il y a une radicalisation en prison aussi, c'est un autre problème. C'est un échec. L'essentiel de ce qui concerne la sécurité maintenant reste du ressort des États membres. Et de leur coopération. Mais c'est au niveau européen que l'on organise des modalités de coopération. Mais je reviens sur le SIS dont on a parlé tout à l'heure. Le système d'information Schengen. Bon. Il va y avoir un PNR. On va constater, par exemple, que 10 personnes reviennent de Syrie. Bien. Le douanier qui est là va pousser à chaque fois sur un écran pour savoir monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, monsieur un tel, est-ce qu'il est signalé dans Schengen? Signalé dans Schengen, ça veut dire qu'il y a un problème. Mais pour l'instant, les États membres ne sont pas obligés de communiquer au système d'information Schengen les noms de ceux qu'ils considèrent comme étant des terroristes. Donc ce qu'on met en place avec le PNR ne servira à rien si vous n'avez pas l'obligation pour les États membres qui jusqu'à présent n'ont pas voulu le faire, d'enregistrer dans le système d'information Schengen tous ceux qui, dans leur banque de données à eux, sont considérés comme étant des dangereux et en particulier des terroristes. Donc, en règle générale, c'est un des rares éléments sur lesquels je suis d'accord avec Philippe. En règle générale, c'est au niveau des États membres qu'il y a des faillites en matière de coopération. Un mot peut-être sur le SIS, le système d'information Schengen. De quoi s'agit-il exactement, Luc Leboeuf? Mais je crois que pour mieux comprendre le débat, on peut faire une distinction entre le PNR et le système d'information Schengen. Le système d'information Schengen, qu'est-ce qu'il contient? Mais elle contient l'identité d'individus qu'on considère comme suspects. C'est-à-dire qu'un service de police va signaler à un service de police d'un autre État membre, attention, celui-là, il est suspect, faites attention. Oui. Le PNR, c'est quoi? Ça, c'est une logique tout à fait différente. L'idée, c'est de retenir des informations en masse sur l'ensemble des citoyens qui prennent l'avion. Donc, lorsque les citoyens donnent leurs données de réservation, on va prendre ces données et cela va permettre, c'est ça l'idée, aux États membres d'ensuite déterminer qui est suspect. Donc, dans le PNR, on a des individus non suspects et les informations doivent servir à déterminer qui est suspect. Dans le système d'information Schengen, on a des individus suspects et on a en conséquence certains actes qui devront être posés à l'encontre de ces individus suspects. Oui, mais si vous permettez, si vous n'avez pas de connexion entre le PNR et le système d'information Schengen, votre PNR ne sert à rien en matière de sécurité. Donc il faut que, lorsque il y a une masse de données qui a été enregistrée sur tous les passagers, vous ayez la possibilité d'une connexion avec le système d'information Schengen pour dire « Ah, mais celui-là, vous avez vu, il est passé ». Si vous n'avez pas cette connexion, le système ne sert à rien du tout. Vous avez simplement une masse de données qui ont été enregistrées et qui ne vous permettent pas de faire quoi que ce soit. C'est pour ça que la première étape, c'est d'abord d'améliorer le fonctionnement. Évidemment. Je suis d'accord avec toi. Comme je l'ai dit au début, et notamment cet échange d'informations dans tous les secteurs, que ce soit par rapport au visa, que ce soit par rapport aux demandeurs d'asile, que ce soit par rapport à des matières de police, de justice, etc. Tant qu'on n'a pas ce système qui fonctionne bien, où les informations s'échangent entre chaque État membre, on peut inventer n'importe quel outil, que ce soit PNR ou un autre, ça ne fonctionne pas. Et là, chaque État membre doit balayer devant sa porte. Absolument. Une question peut-être, Larissa? Oui. Je rappelle que vous êtes une étudiante en journalisme à l'Université de Cluj. Hein? Oui. À propos de l'espace Schengen, bien que la Roumanie est préparée techniquement pour entrer dans l'espace Schengen, il y a des obstacles. Pourquoi tous ces obstacles? En étant un citoyen roumain, je dois présenter mon carte d'identité quand je veux quitter mon pays. Oui. Mon pays. M'autorisez-vous. Bien. D'abord, reconnaissez, ça ne va pas vous être d'un grand réconfort, que vous n'êtes pas le seul pays dans cet état-là. Okay? La Roumanie n'est pas victime d'un ostracisme de la part de l'Union européenne. Il y a aussi un pays voisin qui est exactement dans la même situation. Oui. Donc, d'accord? Bon. Alors, pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'au moment où ces deux pays sont entrés dans l'Union européenne, on a estimé, je pense à raison, que les dispositifs qui étaient déployés aux frontières n'étaient pas d'un niveau suffisant pour rencontrer les exigences du contrôle aux frontières extérieures de l'Union.
parce que vous êtes aussi un port d'entrée dans l'Union européenne. Donc le problème est-ce que vous contrôlez suffisamment la totalité des frontières extérieures de votre pays pour qu'on puisse dire oui, ils le font aussi bien que ce qu'on fait à Düsseldorf ou à Francfort, puisqu'il y a un aéroport, ou à Schiphol ou ailleurs. Et il était évident qu'à ce moment-là, vous n'étiez pas dans les conditions pour le faire. On vous a aidé financièrement, je n'ai pas le montant de l'aide financière, mais c'est des paquets de dizaines de millions d'euros, pour moderniser les installations de manière telle que vous puissiez rencontrer ce que j'appellerais les critères Schengen de vérification aux frontières. Et chaque année, la Commission fait un rapport pour indiquer aux États membres et au Parlement européen si oui ou non on estime que la manière dont ce dispositif a été installé, que le niveau de formation des douaniers, etc., permet de dire que vous rencontrez les exigences du système Schengen aux frontières extérieures. Et jusqu'à présent, ces rapports n'ont pas abouti à cette conclusion-là. Donc ce n'est pas de la discrimination, c'est parce que les rapports d'évaluation estiment qu'il y a encore un certain type de décollant. Peut-être que ça sera changé à la fin de cette année, peut-être au début de l'année prochaine, je ne peux pas me prononcer, mais c'est ça le mécanisme qui est en place. Baillet, vous vouliez ajouter quelque chose ? Je suis d'accord avec ce que mon collègue vient de dire. Voilà, l'espace Schengen, il y a des droits et des devoirs. On a le droit de circuler librement, mais on a le devoir d'appliquer la même façon de contrôler à nos frontières extérieures. Moi, je pense qu'on pourrait aussi améliorer Schengen avec nos partenaires extérieurs. Si on prend par exemple le Maroc, je fais partie de cette délégation Union européenne-Maroc, c'est un pays qui a un statut avancé. On sait que c'est aussi une porte d'entrée. Et Frontex travaille aussi d'ailleurs. Donc Frontex, c'est une agence européenne qui s'occupe un peu la surveillance des frontières extérieures de l'Union européenne. Des migrants et de l'immigration en général. Et je pense que là-dessus, on doit faire aussi des efforts. On doit beaucoup plus travailler avec... Il n'y a pas que nos partenaires européens qu'on doit former à nos avec techniques. Des pays comme la Turquie aussi. Je pense, je parlais du Maroc pour le côté africain. Je pense que du côté asiatique, on pourrait très clairement travailler aussi avec la Turquie. Je pense que c'est vraiment, je l'ai dit tout à l'heure, je crois qu'il faut aller de plus en plus vers une internationalisation de la coopération policière et judiciaire, mais je pense que c'est la vraie solution pour améliorer la sécurité. Et je pense que, y compris avec les pays qui sont en dehors de l'espace Schengen, on doit travailler avec eux et on doit renforcer nos collaborations, nos méthodes d'investigation, l'échange d'informations, etc. Et la Turquie et le Maroc, dont on vient de parler, me semblent des pays essentiels. Alors, on sait aussi que les partis extrémistes ont profité des attentats de Paris, certains comme le Front National de Marine Le Pen, pour revendiquer purement et simplement la fin de Schengen. La fuite de Hayat Boumedienne, la compagne du terroriste, donc Amédi Koulibaly, qui aurait rallié la Syrie via l'Espagne, puis la Turquie lui donne de son point de vue un argument pour le faire. Alors, suspendre Schengen, c'est quoi? C'est l'argument qui revient sans cesse dans la bouche du Front National. L'ennemi pour le FN, c'est l'Europe. L'ami, c'est le retour aux frontières, le retour au pays. Vous en pensez quoi, vous, Philippe Lamberts? Le FN surfe sur cette vague-là pour faire des voix, pour surfer sur la peur? Bien sûr, et c'est là que dans votre introduction générale, vous disiez avec les attentats de Paris, il y a des gens qui remettent en question la libre circulation à l'intérieur même de l'Union européenne. Je dis, moi, ce que j'ai entendu, c'est la Suisse faire un référendum en disant on ne veut plus de libre circulation, et puis le Royaume-Uni, et ce n'est pas un parti d'extrême droite qui est au pouvoir aujourd'hui. Non, absolument. On sait qu'il y a des élections. C'est le parti conservateur de David Cameron disant oui, finalement, si on remettait en question la libre circulation, ça serait quand même pas mal. Et en fait, ce qu'on entend, c'est une série de partis politiques surfer ce qu'ils estiment être une vague croissante de xénophobie à l'intérieur de l'Union européenne, en se disant il faut donner à nos citoyens ce qu'ils ont envie d'entendre, ils n'ont pas envie de migrants dans leur pays, et donc il faut alors profiter de l'occasion qui est fournie par ces attentats terroristes pour dire, vous voyez, on vous l'avait bien dit. Alors qu'en réalité, je répète, Amédi Koulibaly, les deux frères Kouachi étaient citoyens français. Alors évidemment, le Front National va vous dire, oui, mais si nous, on avait été au pouvoir, ces gens ne seraient jamais devenus français. Enfin, ils sont nés en France, donc ils auraient dû changer évidemment le droit français. Et donc, évidemment, la question c'est, est-ce qu'on s'imagine que c'est en se repliant derrière des barbelés, derrière des barrières, qu'on va retrouver les conditions d'une société idyllique, en fait, qui n'a jamais existé, et des conditions de vie qui feront que nous sommes tous frères et sœurs, nous nous entendons tous bien, c'est un havre de paix, et qu'en fait, tous les problèmes de la France, par exemple, sont causés par les étrangers, ou tous les problèmes du Royaume-Uni par les étrangers. C'est ce qu'on entend dans le chef du parti UKIP en Grande-Bretagne. On crée des catégories de citoyens. Et donc, bien sûr, on est en train de dire, prenons une communauté dont on va faire le bouc émissaire de tous les problèmes qu'on a.
Alors qu'en réalité, si on veut faire face aux problèmes auxquels nous devons faire face comme société, on se rend compte que c'est ensemble qu'on est plus fort, plutôt que chacun seul face aux défis. Je prends la question du crime organisé, il ne connaît pas de frontières, la question du changement climatique, il ne connaît pas de frontières, la question du dérèglement de la finance, de la fraude fiscale, ce sont évidemment toutes des questions qui ne connaissent pas de frontières. Et donc la vraie réponse est qu'il vaut mieux que les Européens se serrent les coudes. Et en effet, la création d'un espace de libre circulation, pour moi, fait partie des progrès de l'Union européenne. Nos citoyens, je pense, y ont trouvé plus d'avantages que d'inconvénients. Et donc, je crois que c'est évidemment une vague qu'il faut, je pense, ne pas surfer. Et je pense aussi que, comme responsable politique, on a un devoir de remettre les yeux de nos concitoyens devant les faits. Devant les faits et tout simplement de ne pas tenter de surfer sur l'émotion, mais au contraire dire, tiens, comment se fait-il par exemple que des discours extrémistes, des discours de haine, des discours qui prônent le terrorisme ont trouvé, en tout cas chez certains de nos concitoyens, je répète, c'était des Français, c'était des Espagnols à Madrid, eh bien, comment se fait-il que ces discours de haine ont trouvé dans nos sociétés un terreau dans lequel ils ont pu prendre racine? Et donc ça nous interroge évidemment sur le niveau de désintégration de nos sociétés, sur le niveau d'inégalité, d'exclusion, d'humiliation de certaines communautés à l'intérieur même de nos sociétés. Et donc en effet, il y a tout un travail répressif à faire par rapport au crime organisé, par rapport au terrorisme, mais il y a surtout un travail préventif à faire. Comment faisons-nous pour qu'en réalité, un prêcheur extrémiste, en fait, ne trouve personne pour l'écouter, tout simplement parce qu'il fait bon vivre dans les sociétés où on est, pour tout le monde, et pas juste pour quelques-uns. Je faisais référence à l'extrême droite et à Marine Le Pen qui enterre régulièrement Schengen. Pratiquement, juridiquement, Luc Leboeuf, est-ce que la France, est-ce qu'un État a le droit de quitter Schengen? Ça se passe comment? C'est pas prévu dans les textes, donc il faudrait être ingénieux. Il faudrait en tout cas modifier les textes, et je vois pas comment est-ce qu'on pourrait modifier les textes. Il doit quitter l'Union. Il doit quitter. Le traité, c'est un traité, c'est un accord international. Non, il fait partie de l'acquis. Ça fait partie de l'acquis européen, donc, certes, parce que le traité le dit. Maintenant pour parce que le traité des obligations de Schengen. Mais sauf ça ne pose pas de problème à Madame Le Pen. C'est ce qu'elle veut. Oui, mais c'est ce que Marine Le Pen veut. Elle veut quitter l'Union européenne. Elle peut quitter l'Union européenne. Ah oui, ça c'est son problème, c'est pas le nôtre. Mais je voudrais dire un mot. Sur Gérard Depré, allez-y. Ce que je trouve de pathétique et je dirais d'atroce dans l'affaire de Marine Le Pen, c'est que la politique qu'elle défend, elle a exactement... C'est exactement la réponse que les djihadistes attendent. Ben évidemment. C'est-à-dire créer la haine entre les soi-disant blancs-bleus, les Français de souche et les nouveaux arrivants, en disant, regardez, ces gens-là sont incapables de vivre ensemble, ils sont une menace permanente. Et c'est faire la même chose avec les autres États. Si ça ne va pas bien en France maintenant, c'est parce qu'il y a trop de Roumains qui sont arrivés, c'est parce qu'il y a trop de Belges qui viennent travailler, c'est parce qu'il y a trop d'immigrés qui viennent d'un autre côté. Et donc, c'est créer les conditions dans lesquelles les Européens, au lieu de coopérer ensemble, comme le disait très justement Philippe, les Européens vont commencer à se méfier les uns des autres. C'est de recréer des espaces clos dans lesquels on sera tout seul entre soi pour ruminer ses propres pathologies. Et j'ai été très impressionné un jour par l'arrivée de François Mitterrand au Parlement européen. Il avait déjà un peu le masque de la mort sur lui. C'était très impressionnant. Et il a prononcé cette phrase terrible. N'oubliez jamais que le nationalisme, c'est la guerre. Et je pense qu'il a fondamentalement raison. Quand vous voyez ce qui se passe déjà sur une partie du continent européen, quand la haine s'installe, vous voyez immédiatement comment ça dérape. J'ai toujours dit que le continent européen, il était capable du meilleur et du pire. Si vous n'essayez pas de tirer tout le monde vers le meilleur, il y en a qui vont vous entraîner automatiquement vers le pire. Quand David Cameron, le chef du gouvernement britannique, durcit ses lois en matière d'accès aux aides sociales, c'est une manière aussi d'attiser... Attendez. En ce qui concerne, là, c'est quelque chose de relativement compliqué parce qu'il est prévu dans les dispositifs européens actuels que pour des durées qui sont inférieures à quelques mois, la situation peut être différente au bout de 6 mois, vous pouvez refuser le bénéfice de certaines formes d'aide sociale à des ressortissants qui viennent d'un autre pays quand vous avez des raisons de penser qu'ils sont surtout venus sur votre territoire pour en bénéficier. Donc ça, ce n'est pas une pathologie. La Cour de justice vient d'ailleurs de le confirmer. Vous ne pouvez pas organiser, je dirais, par des flux touristiques, mais des flux de sécurité sociale pour des gens qui disent chez nous, ce n'est pas assez, donc on va tous aller dans un régime, dans un pays dans lequel c'est beaucoup plus favorable. La Cour de justice a dit non, le dispositif est précis dans ce cas-là. Vous ne pouvez pas
exiger le bénéfice de toutes les aides si on a des raisons de penser que vous êtes venu surtout pour bénéficier de ça. Pour du tourisme. Mais est-ce qu'il y a une stigmatisation de certaines populations européennes, comme Bien les Roumains, sûr. les Bulgares ou des travailleurs Les de l'Est? Polonais, on a beaucoup Et entendu Bayet ça. C'est vrai pour les Polonais maintenant. Je voulais rajouter 2 éléments. Mais par rapport à la... répondez à cette question. Est-ce qu'il y a une stigmatisation de Oui, certaines je catégories? pense. Et je pense que c'est dû aussi à la directive détachement des travailleurs qui n'est pas parfaite. Et donc moins forcément, qu'on puisse on dire, montre ouais. toujours du doigt les Polonais qui sont tous meilleurs travailleurs, qui coûtent moins cher, qui sont plus blonds. Et voilà. Et donc il y en a qui les aiment, il y en a qui ne les aiment pas. Et donc ça, c'est clair qu'il faut travailler. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on ne peut lutter pour améliorer la sécurité qu'en travaillant de manière transversale. Je voulais juste rajouter un mot sur la fermeture des frontières, parce qu'on parle de Schengen, du PNR, etc. Mais il faut aussi analyser ça par rapport au travail de nos forces de police. Et donc, qu'est-ce qu'on croit? Qu'on va vraiment, en revenant à nos frontières, supprimer le trafic de drogue, d'armes, etc. Quand les gens passaient avant à la frontière, ils savaient bien qu'ils allaient être contrôlés. Et donc les résultats sont bien meilleurs maintenant, depuis qu'il n'y a plus de contrôle systématique, parce qu'on tombe sur eux de manière aléatoire ou ciblée. Ciblée et parfois aléatoire. Parfois. Dans le cas où il y a de bons échanges d'informations entre plusieurs pays, on arrive toujours à les prendre. Donc ça n'a vraiment aucun sens de revenir en arrière à des frontières. Et donc il faut évidemment arrêter, c'était le propos précédent, de stigmatiser certaines populations. Il faut aussi continuer à travailler sur la cohésion sociale, comme l'a dit Philippe. Il faut lutter, parce qu'on oublie aussi de le dire, mais enfin, le terrorisme, il est financé comment? Il faut lutter contre le blanchiment d'argent, contre le trafic de drogue, quand on voit SwissLeaks, HSBC, donc une femme de ménage qui a plusieurs millions d'euros sur son compte. Ah ben, elle a beaucoup travaillé, hein. Comme femme de ménage toute sa vie. Oui, elle le mérite, je le souhaite, elle le mérite. Qui ne le mérite Mais pas. ça aussi, c'est un élément. Qu'est-ce qui bloque le travail en amont? Philippe Ce qui Lambert. bloque le travail en amont, c'est fondamentalement les égoïsmes nationaux. On continue à penser qu'on a un meilleur système, que ce soit en matière fiscale, en matière sociale. Allez, pour prendre la question du tourisme social, la seule vraie réponse à ça, c'est se mettre d'accord sur le fait de mettre en route une véritable Europe sociale, c'est-à-dire commencer par instaurer des planchers de couverture sociale dans tous les États membres et puis de les faire converger graduellement. Ça ne se fait pas en un jour, mais de les faire converger graduellement vers un niveau le plus élevé possible, ce qui permet alors finalement la mise en place d'une sécurité sociale européenne qui fait que demain vous travaillez en Roumanie, en Belgique, en Allemagne, en Irlande, c'est kiff-kiff. Vous êtes aussi bien couvert où que vous soyez. C'est ça le véritable achèvement de la construction européenne. Mais est-ce qu'on veut ça? Et donc la vraie question de base, c'est est-ce que nous, comme décideurs européens, y compris dans les États membres, je rappelle que tous les décideurs nationaux sont des décideurs européens, pensons que c'est ensemble que nous sommes les plus forts. Est-ce qu'une Europe fiscale, une Europe sociale ne sont-elles pas finalement les meilleures réponses à la question du bien-être de nos concitoyens? Pas juste de 1% de nos concitoyens, de tous nos concitoyens. Mais pour ça, il faut d'abord une volonté politique et un pari de dire c'est plutôt ensemble qu'on arrivera à relever ces défis. Et c'est vrai que, par rapport à ça, une Marine Le Pen va dire non, c'est en érigeant des murailles autour de la France qu'on assurera le bien-être des Français. Je rappelle que ce n'est pas à cause de l'Union européenne que la France est devenue de plus en plus un pays inégalitaire, notamment au niveau de l'enseignement. L'enseignement est une compétence nationale. L'enseignement en France est devenu de plus en plus inégalitaire et produit de plus en plus et reproduit de plus en plus les inégalités. Or, c'est franco-français. Et en plus, c'est sous des gouvernements socialistes que ça continue. Je ne veux pas faire de paiement. Bon, on ne va pas entamer ce débat. Ce que je vous propose, parce qu'on arrive tout doucement au terme de ce débat sur Euranet+, c'est peut-être de laisser Larissa poser une dernière question. Larissa? Oui. Qu'est-ce que le plus important, avoir une sécurité forte ou la liberté de mouvement des employés? Les deux, très rapidement, parce qu'on arrive à pour moi, c'est très clair. C'est vraiment le principe de l'espace Schengen, c'est de garantir autant la sécurité que des libertés. Et c'est vraiment le modèle européen et c'est le modèle qu'on défend. Et c'est pour ça qu'on est un peu hésitant par rapport à l'outil PNR, parce qu'on veut garantir aussi ces libertés, mais on veut évidemment de la sécurité. On n'est pas naïf, on sait bien qu'il faut améliorer. La sécurité est un droit et est une liberté en réalité. Donc il faut bien être clair là-dessus, mais néanmoins, il faut toujours trouver le fait que le PNR est une atteinte à la liberté. Ce n'est pas vrai. Je suis désolé, mais la transmission en vrac de toutes les données, de tous les passagers, de tous les États européens, qui respectent les arrêts de la Cour de justice européenne, je
vous donnez au pouvoir public un paquet de données, vous ouvrez la porte à des abus. Mais tu les laisses aller aux compagnies privées sans t'en préoccuper. Non, pas du tout. Tu préfères davantage que les capitalistes et les informations. Absolument pas. Ce n'est pas non plus normal et nous sommes pour la neutralité. Mais non, ça c'est de la foutaise, évidemment. On va en rester là pour ce débat. Gérard Depré. Ce n'est pas correct. Non, je trouve que mais il est typique. C'est typique de Gérard Depré. Ce n'est pas correct de dire que PNR, c'est une entrave à la liberté. Que ça puisse poser un problème sur le plan des données personnelles. Ça veut dire que d'autres vont avoir accès à des données personnelles. Bien sûr. Oui, si le dispositif n'interdit pas, mais même la proposition de la Commission qui a été rejetée prévoyait l'interdiction absolue de fournir toute autre information que celle qui était donnée par le passager aux compagnies. C'est quand même dingue. On les fournit néanmoins en vrac. C'était interdit, par exemple. En tout cas, ce qui est certain. Les préférences sexuelles, les préférences alimentaires, la religion, l'appartenance politique, l'appartenance syndicale. Donc, il faut arrêter d'ameuter le peuple quand ce n'est pas nécessaire. Sinon, le jour où il faudra véritablement l'ameuter, il ne vous croira plus. Oui. Voilà, je propose qu'on arrête ici le débat. En tout cas, c'est certain, il y a un débat au Parlement européen. Je pense que d'ici, en tout cas sur cette question-là aussi, et d'ici fin 2015, nul doute que vous débattrez encore de ces questions importantes. Il faut le rappeler. Alors, merci bien sûr Hugues Bayet, Gérard Depré, Philippe Lamberts, Luc Leboeuf également d'avoir participé à ce débat. Vous retrouverez ce Citizens Corner sur le site d'Euranet+, je vous le rappelle, mais aussi sur les ondes de la RTBF Radio, sur la première. La première qui, je vous le rappelle, vous propose la Semaine de l'Europe, une émission consacrée à l'actualité européenne. C'est chaque dimanche entre 8h30 et 9h. Merci aussi aux techniciens du Parlement européen qui ont assuré la réalisation technique de l'émission. Il me reste à vous souhaiter une très très belle journée.